webinaire va se répartir en à peu près 40 minutes, 45 minutes de présentation. Et on va commencer par une introduction des intervenants que nous avons là. Et puis ensuite, au moins un quart d'heure de questions-réponses. Toujours la partie évidemment très intéressante. Je ne veux pas dire la plus intéressante, mais très intéressante. Mettez bien sur mute, s'il vous plaît, même si nous, on peut avoir la main et vous mettre sur mute, mais c'est toujours plus agréable que d'entendre des conversations qu'on ne devrait pas entendre. Et bien, allons-y, comme ça on aura bien le temps qu'il faut pour aborder ce sujet et ce vaste sujet qui est l'innovation transformatrice. Est-ce que l'excubation en est une voie royale? Alors, pour parler de ce sujet avant de rentrer dedans, nous avons, pardon, nous avons autour de la table, donc nous sommes 5 intervenants, ça fait du beau monde pour parler du sujet. Je me permets de me présenter, Séverine Herlin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fondatrice et dirigeante de la société Vianeo, qui est centrée vraiment sur le sujet de la conception d'une stratégie marché pertinente pour tout type d'innovation, quel que soit le contexte dans lequel elle se trouve. Avec nous, Christophe Knetsch, je te laisse te présenter rapidement. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis expert aussi, comme toi, Séverine. Expert chez Quest for Change, qui est un incubateur du Grand Est, un réseau d'incubateurs du Grand Est. Passionné d'industrie, et j'ai la chance de pouvoir partager avec vous nos expériences en excubation. Dont tu es le responsable du programme chez Quest. Et avec nous, des praticiens, j'appelle ça des praticiens, je vous ai appelé des praticiens, puisque vous êtes les mains dans l'excubation. Jacques, dans l'ordre des photos, Jacques, je te laisse te présenter. Bonjour, Jacques Trémer. Donc, je suis le fondateur d'Electric Oasis, une start-up qui est incubée au sein de Quest for Change et qui est sous le contrôle absolu de Christophe Knetsch, un véritable mentor. Un peu sous ton contrôle, surtout. J'espère aussi. Et Stéphanie Roser et Philippe Roser, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est Stéphanie et j'ai créé Instant Book en début d'année 2025 et je suis aussi incubée chez Quest for Change. Voilà. Et Philippe? Bonjour à tous, donc moi je suis Philippe Roser, je suis dirigeant fondateur du groupe R&D Technologies, concepteur et fabricant d'équipements de production industrielle, soit machines spéciales à l'unité ou également machines destinées à être produites en série pour le compte de donneurs d'ordre, grands comptes ou start-up. Bon, et il y a un lien entre vous deux, Stéphanie et Philippe, nous laissons le suspense, et en tout cas un lien autour de ce sujet d'excubation. Alors, avant de rentrer dans les cas pratiques, et merci vraiment d'être là parce que vos deux projets sont passionnants et les expériences vraiment intéressantes. Avant de rentrer dans le sujet, je voulais, et avant de donner la main à Christophe qui va nous présenter le résultat de cette expérience d'accompagnement d'un certain nombre de projets, je voulais juste faire une toute petite introduction sur ce sujet de l'excubation et comment ça se situe dans un paysage global d'innovation. Donc, un petit retour théorique, mais ne vous inquiétez pas, il y a juste 2 slides. Le point d'ancrage, c'est ce tableau que vous connaissez sans doute par cœur, où on met en rapport la technologie et le marché et le niveau de nouveauté sur ces 2 axes. Et on sait que, et on essaie de classer, de caractériser les innovations selon leur position sur l'axe. Donc, l'innovation incrémentale, la technologie ne bouge pas beaucoup, le marché ne bouge pas beaucoup. Donc ça, on la connaît bien, c'est celle on sait bien faire dans une entreprise installée. Évidemment, aujourd'hui, on parle et on part des entreprises installées. On ne parle pas de start-up, c'est le sujet justement vers lequel on va. Mais le point de départ, c'est l'innovation dans une entreprise installée. Elle peut faire de l'incrémental.
Et là où les choses se compliquent, c'est quand on va vers du nouveau marché ou on va vers de la nouvelle technologie. Et puis alors quand on met les deux, là, on mélange complètement l'ensemble et ça devient, on rend encore plus de complexité et d'incertitude et les choses sont pas simples pour l'organisation qui a l'habitude d'avoir une activité bien installée dont elle est capable de prédire, sans doute de moins en moins. C'est tout le sujet puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas envisager d'innovation dans une organisation installée. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur ces deux types d'innovation. Et puisqu'on a deux cas très intéressants avec Electric Oasis et Instant Book, l'innovation disruptive, c'est facile. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations sont confrontées à ça, ne serait-ce qu'avec l'implémentation de l'IA. Le marché existe, mais là, on a une technologie qui vient tout bousculer. Donc voilà, nos cas intéressants sont là. Pourquoi c'est si complexe? Juste un petit retour théorique, et je me base là sur une théorie ou un écrit que vous connaissez sans doute tous si vous êtes expert de l'innovation, The Innovator's Dilemma de Christensen. En fait, l'innovation transformatrice, l'innovation qui bouscule l'existant, elle va vraiment avoir trois piliers sur lesquels les choses vont devoir évoluer. La culture, le process, les ressources. Et tout ça pour aller vers une évolution de l'activité, puisque c'est bien ça le sujet, le cœur d'activité, et va forcément être bousculé. Pour arriver à faire face à ces changements, il y a forcément une nécessité de bouger. Et cette nécessité de bouger, au niveau de la culture, elle va être le fait d'intégrer une nouvelle culture qui est l'acceptation de l'échec, l'acceptation de l'incertitude, la capacité d'itérer en temps très court et, je devrais le mettre en premier, aussi la capacité de prendre en compte l'humain avant toute chose dans le projet. Au niveau des process, elle va impliquer de l'adaptabilité, de la transformation, de la simplification. Donc évidemment, elle va remettre en cause ce qui existe déjà. Et au niveau des ressources, là aussi, ça change la donne puisqu'il va falloir se centrer plus sur les actifs et moins sur les produits existants, puisque par définition, on est en train de tout faire évoluer. Il va falloir mieux partager avec l'écosystème et il va falloir s'ancrer vraiment dans la force du réseau. Et ça, c'est des éléments, alors on va dire toute entreprise a déjà ces éléments-là, mais là, c'est encore plus fort si on veut vraiment intégrer l'innovation transformatrice. Et puisque c'est un changement d'activité in fine potentiel, il y a un élément fondamental qui est l'engagement des dirigeants et la cohérence entre le projet et la feuille de route stratégique. Donc là, vous avez résumé un peu, je ne sais pas si Philippe et Jacques ont vécu et Stéphanie, mais je pense tous les éléments qui sont bousculés et en fait qui expliquent pourquoi c'est si compliqué d'innover et de porter des innovations qui bousculent à ce point-là tant d'éléments installés dans l'entreprise. Donc nous voilà sur le sujet de l'excubation qui est un moyen en fait de faire face à cette espèce de tremblement de terre qui advient avec l'arrivée de cette innovation. Donc sans plus tarder et ayant bien en tête cet enjeu, je laisse la main à Christophe qui va donc nous parler de ce programme d'excubation qui est en fait un moyen d'extraire le projet qui bouscule un peu trop l'existant et l'exploitation pour lui donner un espace de pleine exploration, de plein potentiel d'exploration et de gestion qui correspond à ces enjeux-là. Christophe, je te laisse la main. Est-ce que tu veux partager ou moi je partage? Partager normalement. Alors j'arrête et je te laisse. Dites-moi si tout est bon côté technique, à la sono, à l'éclairage, tout est bon? Alors, ouais, très bien, parfait. Vous voyez l'écran? Très bien. Merci pour l'introduction et pour me laisser un peu la parole sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, effectivement, c'est l'excubation. Et quand on discutait avec Séverine, on se demandait comment on allait un peu partager nos expériences sur le sujet sans rentrer dans la théorie de ce que c'est l'excubation, ce terme un peu complexe barbare, sur lequel en fait on va retrouver des idées que vous avez sûrement déjà pratiquées au vu de spinophage, d'essaimage, ce genre de choses.
Donc, on s'est demandé comment faire. On s'est dit, on va le faire par la démonstration et vous aurez la chance d'avoir deux exemples tout à l'heure d'ici un petit quart d'heure. Mais avant tout, on s'est dit, on va peut-être aussi vous faire partager finalement une vue un peu prise de hauteur de la trentaine de projets qu'on a pu traiter dernièrement et qui ont, qui ont déroulé cette démarche d'excubation. Alors, juste dans les grandes lignes, pour ceux qui étaient peut-être pas là au départ, moi, donc, je travaille pour Quest for Change, qui est un réseau d'incubateurs publics du Grand Est, et on accompagne un peu plus de 240 projets aujourd'hui, dont un peu plus d'une centaine en start-up industrielle, et comme je disais, un peu moins d'une vingtaine de ces projets ont suivi un parcours d'excubation. Alors, ce que je vais partager avec vous, c'est justement ce qu'on a appelé, avec le doux mot d'observatoire. On a pris un peu de hauteur par rapport à ces 27 projets. On a essayé un peu d'en extraire quelques informations qui, j'espère, vont vous servir pour comprendre finalement si l'excubation, c'est quelque chose qui vous concerne, de vous inspirer, de voir un peu finalement si le processus d'extraire et de créer de la valeur par l'externalisation, le spin-offage de projets innovants est quelque chose qui peut vous concerner. Alors, auprès de ces 30 startups, comme on a fait juste encore pour que vous ayez tous les éléments de compréhension de cet observatoire, de la gauche à droite, on est parti de l'entreprise mère vers la jeune entreprise innovante qui est à droite. Et on a posé un certain nombre de questions. On s'est posé un certain nombre de questions sur le qui déjà, quelles sont ces entreprises mères, quelle est leur typologie, leur niveau de maturité ensuite sur les processus d'innovation. Ensuite, quelle typologie finalement d'innovation elles sont excubées, vers quoi elles ont été amenées à réfléchir, à spin-offer, externaliser le développement de ces innovations. Pourquoi elles l'ont fait? Quel porteur finalement porte le sujet? Quel lien aussi reste-t-il et possible, imaginable entre la future entreprise et l'entreprise mère? Et enfin, à date, aujourd'hui, quel est le statut de cette petite trentaine d'entreprises? Donc, on a fait cet observatoire sur la base de ce processus. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet sur la typologie des entreprises. Alors, là, vous avez devant les yeux donc, la répartition des typologies et vous voyez, donc, on va du grand groupe à la PME, hein, en passant aussi par les institutions. Les institutions, ce sont pour nous des organismes de recherche comme des IRT, comme des CRT, voilà, des organismes non publics, non académiques, hein, mais vraiment des instituts de recherche à vocation industrielle. Et donc, ce qu'on voit sur cette distribution, c'est que déjà, finalement, dans notre portefeuille, dans notre observatoire, la trentaine de startups dont on parle, il y a une belle représentation PME, ETI. Et ce ne sont pas que les grands groupes. Alors, il faut aussi savoir l'interpréter, ce résultat, c'est que les grands groupes aujourd'hui n'ont pas attendu et spin-off ont déjà des processus internes de création d'entreprises et de valeur de leurs innovations, mais du coup, avec leurs propres incubateurs, et donc on ne les voit pas forcément dans le scope des incubateurs. Par contre, c'est quand même assez intéressant de voir qu'une grosse proportion, finalement, de petites entreprises ont cette réflexion de se dire un jour ou l'autre, tiens, ce serait bien que j'excube ce projet pour le voir se développer. Les instituts tels que les CRT et autres sont aussi de bons pourvoyeurs de sujets, étant donné que c'est aussi une réflexion dans leur modèle économique aujourd'hui de transformer leur modèle économique de prestations de recherche et de créer de la valeur en créant directement des projets. La deuxième question qu'on a posée, c'est quel est le niveau de maturité des processus d'innovation de ces entreprises à l'origine du projet? En gros, est-ce que ces TPE, ces PME avaient en interne des processus d'innovation établis ou non? Le résultat, c'est que finalement, la moitié des PME, TPE, finalement, n'avaient pas de process en dur d'innovation. Et que l'excubation finalement était une opportunité plus qu'un processus réfléchi pour une sur deux.
on va retrouver quand même sur l'autre moitié des structures, au moins pour 25%, qui, elles, avaient un processus en place et dédié et qui, du coup, avaient plus ou moins déjà réfléchi à comment valoriser l'innovation, soit en interne pur, soit sur des possibilités d'externaliser le développement de l'innovation. Troisième question qu'on leur a posée, c'est globalement quelle est la typologie de l'innovation qui est à l'origine de l'excubation. Globalement, est-ce que c'était développer un nouveau produit? Est-ce que c'était tout simplement une opportunité business avec un produit qui n'est pas forcément core business? Voilà, c'est ce type de questions qui a été posée. Et là, ce que vous voyez, c'est que globalement, il y a un tiers des projets qui sont excubés, qui sont des projets finalement nouveaux produits. Ce qui pourrait être un peu étonnant, c'est-à-dire que globalement, il y a des entreprises qui ont considéré qu'il y avait plus d'intérêt à faire développer ce projet en externe que de le garder en interne, même si c'est un nouveau produit, donc même si c'est du core business. On a un tiers, c'est le point 2, qui, elles, ont préféré donc externaliser des développements hors core business. Ça paraît un peu plus évident. Et après, on a des raisons qui sont assez intéressantes. On a des projets qui ont été excubés parce que l'idée, c'était de développer la technologie, développer le sens commercial de la technologie, c'est-à-dire que globalement, l'entreprise a mis au point une technologie, mais le côté prendre cette technologie et le mettre sur le marché, elles ont considéré que c'était beaucoup plus intéressant de le faire porter par une structure ad hoc. Il y a aussi un sujet qui malheureusement peut-être de plus en plus prégnant, c'est pour certaines l'idée de favoriser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire aussi d'avoir une activité RH plus profonde, c'est-à-dire d'accompagner des personnes au sein de l'entreprise, les accompagner vers de l'entrepreneuriat et donc de leur permettre d'avoir leur propre projet entrepreneurial. On leur a ensuite posé la question de quoi elles avaient besoin à l'origine du projet de manière prioritaire. Hein. C'est vraiment pour pouvoir poursuivre et se développer. Je dis encore de manière prioritaire parce que pour beaucoup, les besoins se combinent, ou en tout cas, ce n'était pas forcément un seul besoin, et c'était plusieurs besoins combinés. Là, on leur a vraiment demandé de spécifier le prioritaire. La plupart, une grande majorité, 60%, ont souhaité excuber tout simplement parce qu'elles avaient besoin de structurer et de rendre visible le projet d'innovation qu'elles étaient en train de porter. C'était vraiment une idée de dire, moi, j'ai besoin que ce projet-là se distingue de l'activité de la maison mère. J'ai besoin de le structurer de manière vraiment indépendante, avec ses propres équipes. C'est ça ma priorité, c'est pour ça que je l'excube. Ça, c'est 60% des startups. Après, enfin des projets qui ont amené à des startups. Après, il y a deux autres raisons qui ont été invoquées. Il y en a une, c'est forcément je n'ai plus d'argent, ou j'ai beaucoup moins d'argent et je recherche de nouvelles sources de financement. Donc pour un tiers, c'était un moyen d'aller trouver de nouvelles sources de financement. Et pour un dernier pourcentage, c'était d'avoir aussi ce projet-là, on l'a excubé parce qu'il fallait trouver aussi des ressources humaines pour le porter, qui n'étaient pas dans l'entreprise, quelqu'un d'extérieur pour porter le projet. Dernière question, quel était le profil finalement, là on bascule du côté startup, quel est le profil du porteur et de la porteuse qui ont porté ces projets excubés, et finalement quel est le lien à date aujourd'hui entre les deux structures, donc la maison mère et la startup. Côté du porteur ou porteuse, vous voyez que quand même pour beaucoup, ce sont des salariés de l'entreprise mère qui sont allés derrière porter le projet et qui aujourd'hui sont CEO ou en tout cas qui ont des postes de dirigeants de l'entreprise. C'est vrai que c'est assez naturel parce qu'il y a tout l'historique, parce qu'il y a toute la connaissance du projet et c'est aussi un très bon lien entre les deux projets. Mais on voit que c'est pas que qu'il y a aussi d'autres opportunités. Alors c'est souvent quand même dans une sphère assez proche. Ça peut être des dirigeants, ça peut être des parents, des proches, mais il y a aussi du recrutement externe ou éventuellement des auto-entrepreneurs qui ont répondu à un appel
qui ont pris le projet, qui l'ont porté. Sur la droite, je vous ai répertorié le lien que pouvaient entretenir les deux structures. C'est vrai que une petite majorité, ou en tout, un peu moins d'une sur deux, il reste des liens capitalistiques, donc participation au capital de la structure de la start-up, mais pas que. Il y a aussi un tiers où il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un message qu'on aime passer, c'est de dire, dans votre réflexion, dans la réflexion d'aller vers une excubation, il ne faut pas tout s'interdire parce que il y a les liens capitalistiques, ce qu'on imagine aussi, mais il existe aussi des opportunités où on va créer des liens qui ne sont soit aucun, bon ça c'est peut-être l'extrême, mais il peut aussi y avoir des liens commerciaux, des liens futurs, pas immédiats, mais imaginés plus tard avec peut-être une recapitalisation, avec peut-être de futurs contrats commerciaux, ou il peut aussi y avoir tout simplement des liens juridiques par de la licence, ce genre de choses. Donc là, ce qu'on invite aussi, c'est de dire attention, tout est possible aujourd'hui. Enfin, de tout ça, la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, alors, ils en sont où, tous ces projets? C'est bien beau de les avoir excubés. Là, on vous remonte, c'est 82% de tous ces projets à 2 ou 3 ans sont encore en cours d'incubation. C'est-à-dire qu'il y en a 18% qui se sont arrêtés, alors soit parce qu'économiquement, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas survécu, mais aussi parce que certains ont été réintégrés dans la maison mère. Et donc, on en a 82% quand même qui survivent. Et pourquoi? Là, c'est quelque chose que j'aime à dire, ce sont quand même des projets bien nés. Parce qu'ils sont nés d'un besoin métier, ils ont toute l'expertise derrière, ils ont le soutien d'une maison mère qui peut les épauler. Donc, ce sont quand même des projets bien nés, donc qui ont quand même une possibilité de vivre assez longtemps. Alors, ceci étant dit, l'observatoire étant fait, on se dit, bon, OK, on vous a passé ce message, j'espère que vous avez réussi à vous repérer dans certaines catégories et dans certains niveaux de maturité. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que quand on n'en a jamais fait l'excubation, quand on ne s'est jamais posé la question de dire, ah oui, tiens, peut-être pourquoi pas créer de la valeur sur mon projet au lieu de le laisser dans un tiroir, de l'abandonner parce que j'ai pas les ressources humaines et ça, peut-être que je pourrais effectivement créer de la valeur différemment. Et donc, on s'est dit, il faut créer un chemin, il faut aider tous ces industriels à aller, ces entrepreneurs à aller vers là. Parce que finalement, là, j'en ai listé que quelques-unes, mais quand on les interroge, et tous ces entrepreneurs qui ont fait de l'innovation, ils ont plein de questions. Là, j'en ai mis qu'une dizaine, mais on en a répertorié une petite cinquantaine. Entre j'ai des problèmes de propriété industrielle, j'ai pas envie de dédier une ressource, j'ai pas le pouvoir de décision, bref, on a tout plein. Et j'en ai juste, pour terminer cette intervention, il me reste 3 minutes, j'en ai retenu deux. La première question qui arrive souvent, c'est l'entreprise me dit on n'a pas de projet d'innovation identifié interne en tant que comme tel qui pourrait être amené un jour à sortir de l'entreprise ou même d'ailleurs on n'innove pas. Ça c'est souvent. Donc là, je vais très vite parce que pour avoir visité pas mal d'entreprises, quand on existe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un monde de compétition très compliqué, l'innovation, tu l'as un peu dit Séverine au début, elle est un peu partout quand même. Elle n'est pas forcément disruptive telle qu'on l'imagine à faire des licornes. Elle est aussi dans l'amélioration continue, elle peut être cachée. Et donc là, on invite souvent quand même à réfléchir. Et j'aime à raconter l'histoire d'ArcelorMittal, on aurait pu dire que l'innovation, c'est des nouveaux matériaux, c'est l'actualité Arcelor, avant que Arcelor soit nationalisé. C'est des nouveaux matériaux, des nouveaux aciers. Là, ce qui a été excubé, finalement, c'est un capteur qui permet de mesurer la température des brames en sortie de four, ce qui n'a rien à voir avec l'acier, mais avec le process. Et donc, l'innovation peut être cachée aussi dans le process. La deuxième question que je veux vite évoquer, qui est souvent remontée, c'est l'entreprise n'a pas de ressources financières. Pour poursuivre, j'ai tout brûlé, j'ai passé pas mal d'énergie, on ne va pas aller plus loin, je ne vais pas dépenser plus d'argent. Et c'est vrai que là, sur ce petit graphique, on voit la petite entreprise, pendant 2 ans, elle a travaillé sur le projet, elle a dépensé une base 100 kilos euros. Et si on calcule le reste à faire pour les 3 prochaines années, il faudrait encore beaucoup d'argent. Et tout ça, finalement, pour avoir en retour sur investissement de la marge nette. Demain, elle se décide à transférer vers une start-up. Finalement, elle va en rester là avec ses dépenses. Elle va peut-être encore rajouter un peu parce qu'il y a de l'excubation, il y a peut-être des frais de licence, ce genre de choses. Mais derrière, ce qu'elle va récupérer, ce sont des fees. Ce sont des fees sur la vente et aussi
si elle a choisi le modèle de participer au capital de l'entreprise, elle va prendre de la valeur par les parts que la startup va prendre. Donc finalement, ça peut être un modèle où il faut rentrer dans le détail, hein, chaque cas précis, il faut regarder chaque cas précis pour faire ce type de graphique, mais ça pourrait être un modèle où il y a moins de dépenses et il y a d'autres ressources financières. Côté de la startup, elle, finalement, elle a un reste à faire de 3 ans. Elle va devoir aussi payer en plus les fees. Le reste à faire de 3 ans étant un peu plus court pour elle parce qu'elle va aller plus vite, elle va être plus dédiée au projet. Et donc, elle va dépenser peut-être un peu moins. Et elle, ses retours sur ses besoins, ce qu'elle va avoir de l'autre côté, elle va faire de la marge sur ses ventes, mais elle va aussi pouvoir aller chercher des investisseurs et de l'aide associée. Tout ça pour dire que finalement, vous manquez de ressources, vous manquez de temps, vous manquez de visibilité sur le marché. C'est plein de choses qui peuvent vous empêcher finalement de sortir cette innovation et d'aller plus loin. Et nous, ce qu'on aimerait passer comme message aujourd'hui, c'est de dire, c'est pas une fatalité. Regardez, il peut y avoir d'autres modèles, notamment l'excubation, qui est une alternative à la valorisation de vos innovations par l'externalisation finalement du reste à faire. Et ça passe par 4 étapes. 1, vous détectez. 2, vous évaluez, vous scénarisez tout. Est-ce que la startup, ça vaut le coup par rapport à l'internalisation? Comment je vais faire pour valoriser? Après, on vous conseille d'être accompagné pour maximiser un maximum de chances et avoir le mindset startup pour finalement incuber et structurer cette future entreprise. Voilà pour ma petite intervention sur, j'espère que ça a éveillé chez vous des interrogations, mais le mieux est quand même de faire parler ceux qui l'ont vécu. Et donc, la suite de l'intervention va concerner nos 2 startups. Exactement. Peut-être tu peux arrêter le partage, comme ça on se verra bien. Et là, on n'a plus de slides. Merci beaucoup, Christophe. C'est très, très intéressant. Les slides seront disponibles et puis il y aura de toute façon le replay. Mais c'est vraiment une excellente façon de comprendre, d'aborder le sujet et de se décaler, de voir les enjeux. Vraiment très, très intéressant. En fait, j'ai envie de faire la transition, c'est que les obstacles à surmonter dont tu as parlé, manque de ressources, manque de temps, visibilité, marché limité, j'ai le sentiment qu'en fait, ça, c'est vraiment des obstacles qu'on se met quand on est le nez dans le guidon et qu'on exploite. C'est absolument pas les obstacles que peut voir l'entrepreneur, puisque justement, il va avancer porté par la vision qu'il y a un potentiel. Donc, je laisse la parole sans plus tarder à Jacques. Jacques, je te propose dans un premier temps de rapidement présenter qui est Electric Oasis. Et pour aller vraiment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire, parce que je pense que c'est vraiment une histoire et une histoire avant tout humaine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le projet a émergé et comment il est sorti. Et voilà, et on va échanger quelques questions, réponses pour les 10 prochaines minutes. Oui, vous m'entendez? Très bien. OK. Alors, Electric Oasis est une start-up qui a pour ambition de faciliter la recharge du quotidien en entreprise pour les employés. Ce qu'elle propose, c'est une possibilité de déployer rapidement des infrastructures de recharge sans génie civil. D'accord? En gros, si vous regardez aujourd'hui comment ça se fait, on met en œuvre l'écosystème du bâtiment pour faire des projets sur mesure et au total, il y a 10-12 corps de métier à coordonner. C'est comme une maison individuelle à faire, dans lesquelles on va faire des trous, des tranchées, on va enfouir des câbles, ça va partir sur un projet de 5-6 mois. Et à la fin, une fois qu'on a tout enterré, il y a quelques petits éléments qui sortent, ça s'appelle des bornes, et tout ça, ça bouge plus, c'est figé, comme la vie d'une entreprise, bien entendu. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est une solution. En gros, on est l'Algeco de la recharge. C'est un système modulaire. On vient avec le camion, on pose le tout. C'est ancré au sol. C'est totalement déployé, petit. On peut élargir facilement. On peut rétrécir. On peut déplacer. Et le tout avec les dernières technos qui nous permettent de garantir, enfin, d'avoir la plus grande des pérennités possible. Voilà. Je m'arrête là. Alors, l'histoire du projet, ouais. Comment il est né et tu fais partie des, je crois que c'était un tiers des salariés qui sortent et qui créent leur entreprise. Donc, tu as une longue expérience de salarié au sein du groupe Aguerre.
Exactement. Donc et je n'étais pas voué à devenir entrepreneur, hein. J'ai fait 30 ans de vie de salarié au sein d'un grand groupe franco-allemand, le groupe Aguerre. Et les 15 dernières années, j'étais en stratégie et innovation et j'étais particulièrement centré sur la mobilité électrique et comment associer ce nouveau business à une marque du bâtiment comme Aguerre. Donc les projets que j'ai déployés, je les ai commencés en 2010. On a fait beaucoup de choses avec des constructeurs automobiles et c'est là que je me suis rendu compte de la catastrophe qui était le déploiement sur des parkings extérieurs. Et bon, après 5-6 ans de déploiement, j'ai eu une idée au sein du département qui était celle de faire ce Lego sans génie civil que j'ai proposé à la direction au sein de Aguerre. Et d'abord un petit PowerPoint, bon, ok, et puis après j'ai bricolé gentiment dans mon coin avec du carton à l'échelle 1, toute une station que j'ai montrée à la direction générale. Et là, il y a un effet immédiat. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet engin? Parce que c'était assez éloigné de ce que Aguerre avait l'habitude de faire, mais on comprenait déjà intuitivement beaucoup de choses. Et le supervisory board, à la sortie de leur meeting, a dit vous allez le réaliser, on vous donne de l'argent pour faire le projet. Et donc, on a fait 2 projets en parallèle, l'un en mode standard avec l'écosystème du bâtiment, les tranchées, et en parallèle, un deuxième où il fallait développer la solution, faire venir les fournisseurs, installer le tout, etc. Et quand on a lancé les 2 projets, en fin de compte, avec le développement, j'ai terminé le projet innovant plus vite que la solution standard. Donc là, la direction Manque générale. de temps, manque de ressources, voilà une bonne illustration de. Alors oui, C'est pas un problème. tout à fait. Et c'était assez intéressant de voir quand ils ont vu le résultat, qualitativement, on était au rendez-vous. En termes de coût, on était au rendez-vous. Mais par contre, il y avait un blocage. Et le blocage, c'est quoi? Aguerre vend des produits standardisés qu'il met à disposition de distributeurs auxquels les installateurs électriques vont se sourcer pour faire un produit à façon dans le résidentiel, essentiellement. Là où, quand on regardait la solution, idéalement, ce serait de proposer la solution fournie, posée, exploitée, maintenue. Donc, on est sur un tout autre business model. Par contre, le fait de voir une solution totalement intégrée, dans laquelle la quasi-totalité des composants Aguerre pouvaient nativement trouver leur place, là se trouvait, on va dire, l'attrait du groupe. En quelque sorte, cette solution était 2, 3, 4 niveaux au-dessus dans la chaîne de valeur par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et là se trouve le dilemme. Qu'est-ce qu'on fait de cet ovni? Donc traditionnellement, quand on est dans l'innovation, 9 projets sur 10, on les congèle, on les enterre, et puis de temps en temps, on en sort un qui va faire quoi? Élargir la gamme existante. Pourquoi? Parce que dans un groupe comme Aguerre, on est risk adverse parce qu'il y a un business model qui est extrêmement rentable. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas déstabiliser le business model rémunérateur, c'est juste de le consolider le plus large possible. Et alors, j'ai eu, on va dire, un petit peu un concours de circonstances, c'est qu'au sein du département, on était en pleine réflexion d'innovation, quelles étaient toutes les innovations possibles. Et il y en a une qu'on ne creuse pas très souvent, même pratiquement jamais, qui est justement l'excubation. Et avec ce projet-là, j'ai pu proposer de tester l'excubation pour voir jusqu'où on pouvait aller. Donc ma responsable à l'époque m'a dit, vas-y, essaie de voir si tu peux trouver des accroches, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Quest for Change, et plus particulièrement Christophe, qui m'a accueilli, à qui j'ai expliqué mon projet, et qui m'a dit, je peux t'accompagner pour aider à l'excubation. Quand on dit aider à l'excubation, c'est comment préparer les mentalités pour que ce qui est perçu comme un risque, ou quelque part se sentir dépossédé d'une valeur que de toute façon l'entreprise ne peut pas exploiter puisqu'elle va l'enterrer, comment faire en sorte qu'on puisse faire germer quelque chose à l'extérieur et qu'il y ait un retour, quel qu'il soit. Et donc pendant 6 mois, on a bâti ensemble,
en interrogeant les différents acteurs qui allaient prendre des décisions, quelles étaient leurs peurs pour qu'on puisse y répondre honnêtement et qu'ils puissent mieux voir quel pouvait être le bénéfice à lâcher la propriété de cet ensemble. Et assez rapidement, alors c'est un des conseils que je donne toujours, pour arriver à excuber, il faut avoir une relation assez proche auprès du dirigeant. Parce que quelque part, c'est tripes, c'est une partie de son entreprise, donc c'est essentiel de pouvoir être en relation avec les bonnes personnes. Alors j'ai eu cette chance, donc ça a facilité beaucoup les échanges. Et très rapidement, on a construit le contrat de transfert de l'ensemble avec des clauses de telle manière à ce que Ager y retrouve un intérêt immédiat, parce qu'il faut déjà un intérêt immédiat. Donc, on s'est mis d'accord sur un partenariat commercial avec des obligations et des préférences. En gros, sur certains éléments de l'offre Ager, Electric Oasis ne mettra que des produits de son entreprise d'origine. Et sur d'autres, elle va essayer de choisir quelques produits en préférence, mais reste ouvert à d'autres alternatives. Premier élément. En contrepartie, ça m'a permis de négocier le transfert de la propriété intellectuelle, puisqu'on avait déposé 3 brevets. Autre élément, essayons de nous projeter un peu plus loin. Il n'y a pas de raison que Ager investisse aujourd'hui dans un projet qu'elle ne peut pas faire maturer dans son business model d'aujourd'hui, mais peut-être que demain, sa vision du business model avec d'autres domaines d'activité stratégique peut-être pourrait évoluer. Donc, comment faire pour que Ager puisse avoir un avantage par rapport à l'excubation? Donc, ce qu'on leur a proposé, c'est que s'il y a intérêt, si un concurrent s'intéressait à Electric Oasis, le groupe Ager aurait encore un avantage, il en serait informé en priorité et il aurait un pseudo-discount à l'achat. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Donc, encore un lien fort. Alors, malheureusement, on manque de temps, mais en tout cas, je vous invite à prendre contact avec Jacques pour échanger si vous souhaitez aller plus loin. Mais j'ai quand même une dernière question, peut-être, Jacques. Un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est en fait, dans le côté culture, que j'ai souligné tout à l'heure en introduction, tu m'as parlé, quand on a préparé le webinaire, d'une différence fondamentale un peu d'état d'esprit dans le cadre de l'entreprise installée et après dans le monde de l'excubation, de l'incubation. Et ça, je pense que c'est un point intéressant à partager. Tu te souviens? Justement, j'essaie de me rappeler. Alors, c'est l'état d'esprit avant, quand je parlais de mon projet, c'était pas possible. Voilà, je te laisse finir. Alors ça, c'est assez intéressant aussi, oui. Quand on est au sein d'un grand groupe, on essaye dans chacun des départements de développement de pousser les projets. Oui, oui. Et la difficulté que l'on a, c'est qu'on doit convaincre en interne. Et globalement, quand on est dans l'innovation, je crois que quasiment 95% des présentations que j'ai faites se sont soldées par des questions négatives, des questions sur le risque, est-ce que j'ai tout étudié? En fin de compte, c'est très, très négatif d'une manière générale. En passant de l'autre côté de l'entrepreneuriat, j'ai trouvé des gens qui, plutôt que de voir que le verre vide, ont toujours poussé et poussent toujours sur « je vais t'aider, c'est intéressant, on pourrait également regarder là ». Et en fin de compte, on se trouve dans un écosystème beaucoup plus bienveillant et porteur qui donne davantage de motivation pour aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà, et donc, voilà, à bon entendeur, salut, cette histoire de posture et d'ouverture. À mon sens, c'est possible dans une entreprise installée, mais c'est sûr que il y a un sujet culturel. Merci infiniment, Jacques, c'est très, très intéressant, très riche. Je fais une petite parenthèse pub, mais en tout cas, l'approche business design de Vianeo t'a aidé au démarrage pour structurer et argumenter l'accès au marché. Je confirme parce que c'est un outil qui est extrêmement simple, rapide et évolutif, un peu comme Electric Oasis. Génial. Bon. Nous sommes partenaires avec Quest for Change, c'est bien pour ça
on fait ce webinaire aujourd'hui et qui utilisent l'approche. Stéphanie et Philippe, autre approche tout aussi passionnante et on prend le temps. Donc, Stéphanie, je te laisse pitcher Instant Book, donc on rentre dans un autre monde et nous raconter aussi comment l'histoire a commencé, pardon, et puis personnellement aussi les aspects un peu délicats de ce grand pas vers l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, bonjour à tous. En fait, Instant Book est né d'un constat dans le monde du livre. Il y a aujourd'hui un livre sur 3 qui est détruit avant d'avoir été lu ou vendu. Et 70% des livres qui sont consommés en France sont imprimés en Europe de l'Est. Donc, le livre, quand il arrive en librairie, il a déjà parcouru des milliers de kilomètres. Et pourtant, 30% d'entre eux sont retournés pour être détruits. Donc, c'est plus de 200 000 livres par jour en France, c'est énorme. Et du coup, nous, on a créé une solution d'impression de livres à la demande qui a été conçue pour être placée directement en librairie au plus près du lecteur. L'idée, c'est d'imprimer une fois que le livre est vendu pour limiter la surproduction, limiter le gaspillage, la destruction de tous ces livres. La solution, en fait, elle permet de mieux rémunérer tous les acteurs du livre, les auteurs, les éditeurs, les libraires, tout en réduisant son impact environnemental. Alors, comment est né ce projet et quelle en a été son histoire? Tu parlais, Jacques, d'un lien fort avec le dirigeant. Peut-être que on peut lever le voile. Oui. Ouais, Il donc n'y a moi, aucun lien. non, il n'y a aucun lien. Moi, je travaillais à l'époque chez R&D Technologies, qui est l'entreprise que mon père a fondée. Donc, Philippe, c'est mon papa. Et j'étais là-bas en tant que chef de projet. Donc, je travaillais sur un projet d'un imprimeur qui était venu nous voir justement pour des problématiques d'augmentation de son offre d'impression pour pouvoir imprimer en plus petite quantité. Et donc, on a créé cette machine au sein d'R&D Technologies pour le compte de ce client. Donc, on a fait tout le développement, tout la R&D, l'a conçu, on l'a testé, on l'a mise au point et on lui a livré pour qu'ensuite lui l'utilise et la commercialise comme bon lui semblait, c'était son projet, quoi. Et bon, c'est arrivé au moment du Covid où nous, on avait du mal à répondre à ces demandes chez R&D Technologies parce que on n'arrivait pas à avoir les pièces. C'était le moment où il fallait plus d'1 an pour avoir du matériel électronique et ce genre de choses. Donc, en plus d'une stratégie de leur côté qui diffère de la nôtre aujourd'hui, eh ben, la start-up n'a pas survécu au Covid. Et du coup, à ce moment-là, R&D Technologies s'est posé la question, voilà, ce projet, nous, on y croit. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on continue l'aventure? Nous, on reprend la propriété des brevets en rachetant les brevets, ou est-ce qu'on laisse mourir le projet, quoi? Et là, R&D Technologies a décidé de continuer l'aventure. Et c'est là où s'est posé la question de l'excubation ou non du projet. Et peut-être que je te laisse expliquer toi. Soit cette partie-là, c'est toi qui l'as gérée plutôt. Et je reprendrai après. Bah, ça dépend si ça Bien. correspond à la stratégie de la soirée pour Séverine. Non, non, ça va très bien. C'est très bien. Un rebond et là, un lien. On a la chance de vous avoir tous les deux. Donc, le processus d'excubation peut être expliqué par les parties prenantes. Oui, donc effectivement, nous, on est concepteurs fabricants d'équipements de production, de machines automatiques, de machines robotisées à l'unité ou en série. Et là, donc, c'était un projet qui était destiné à devenir un projet série, donc des machines potentiellement par centaines, destinées donc à effectivement être fournies à ce porteur de projet qui malheureusement a déposé le bilan entre-temps. Donc, qu'allions-nous faire? On avait, nous, le savoir-faire machine, puisque c'est nous qui l'avions développé. Le brevet, tout ce qui a été intégré dans la démarche du brevet, les plans, les explications, tout ça, ça venait de chez nous. Donc, en fait, on a une parfaite maîtrise de la machine. Par contre, ce qui nous manquait, et ça, c'est un point qu'on
qu'on met en avant lorsqu'on reçoit un porteur de projet qu'on souhaite, le cas échéant, soutenir et accompagner pour le développement de son projet. En fait, il y a 3 critères sur lesquels on est très vigilant lorsqu'on est approché comme ça. Un, il faut que le porteur de projet ait les compétences techniques de ce qu'il souhaite faire, ou que quelqu'un les ait. Si lui ne les a pas, il faut que nous, on les ait. Deuxièmement, il faut qu'il ait les capacités financières de ses ambitions. Et troisièmement, il faut qu'il ait l'accès au marché. Et l'accès au marché, nous, sur ce domaine-là, nous ne l'avions pas et nous ne l'avons toujours pas et nous ne sommes pas spécialistes en production de livres. Ce qui fait que, naturellement, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va pouvoir porter ce projet sans l'avoir chez nous et lui permettre une vie en toute autonomie, tout en étant soutenu par R&D dans le cadre d'un accompagnement aussi en termes de capital. Comment est-ce qu'on pourra sortir ce projet, lui permettre une vie, lui permettre la possibilité que des investisseurs rentrent dans la structure, ce qui n'est pas possible lorsque c'est noyé dans la structure R&D technologie. Je peux pas, le cas échéant, comment dire, faire rentrer un investisseur dans R&D technologie alors que c'est juste pour une partie d'un projet. Donc la logique était de se dire, bah, on crée une start-up et puis et qui de mieux pour porter ce projet que celle qui était la chef de projet de ce projet, en l'occurrence Stéphanie. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi. Et du coup, très rapidement, on a... Comment? Non, non, pardon, j'avais mis sur mute et je voulais te poser la question de justement, comme il s'agit de prendre à bras le corps le sujet, Ouais. peut-être tu peux nous partager ce que tu m'avais aussi partagé en préparant, très personnellement en fait, comment tu as vécu ce saut. C'est vrai qu'au début, forcément, ça fait un peu peur. On se sent pas forcément légitime à être chef d'entreprise quand on n'a été que salarié pendant toutes ces années. Et c'est aussi pour ça que j'ai été incubée au CEMIA, j'ai fait la starter class. Ça permet quand même vraiment de se mettre dans une autre posture, en fait. Ça permet de passer du salarié au chef d'entreprise. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ça assez vite. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur de décevoir aussi, parce que, décevoir le chef d'entreprise, mais aussi le père. Donc voilà, ça faisait beaucoup de doutes à ce moment-là, mais finalement, j'aime beaucoup les défis, donc très vite, j'ai adoré ça. Mhm. Et donc la suite, ce qui est assez intéressant dans ce type d'innovation, c'est qu'en fait, pour vous et pour R&D Technologies, c'est un champ en fait stratégique nouveau, mais à la fois qui ouvre la voie à justement un nouvel axe important. Alors Philippe? pour nous, pour R&D, en fait, c'est un enjeu intéressant dans le sens où, d'un côté, ça nous amène sur un marché qui n'est pas le nôtre habituellement et ça nous ouvre des perspectives supplémentaires. Mais d'un autre côté, on est dans notre zone de confort, en l'occurrence, parce que c'est fabriquer des machines. Fabriquer des machines en série avec de l'intégration de robotique, avec de la technologie, certes, plutôt innovante et plutôt récente, mais de la technologie qu'on maîtrise. Mm. Donc, on va mettre en œuvre des choses qu'on maîtrise sur quelque chose qui est pour un marché qu'on n'adressait pas aujourd'hui et qu'on va peut-être pas adresser demain, puisqu'on va adresser Instant Book qui Voilà, eux, juste. vont céder cette machine partout où c'est possible. Voilà, et la solution, vous, de l'excubation permet d'extraire l'enjeu du nouveau marché dans un espace bien dédié, avec un cœur d'activité dédié à ce marché, tout en gardant ce lien fort de partenarial, capitalistique aussi. Je ne sais pas, je sais pas si vous voulez en parler, ça peut être un point, et puis après on passera aux questions-réponses. Je voudrais peut-être aborder un Ouais. sujet complémentaire qui n'est pas inintéressant, c'est que la France est aujourd'hui quand même un des pays où l'innovation est la plus plébiscitée et financée aussi. Et ce qui fait que créer une start-up pour porter un projet innovant, c'est quand même la bonne méthode pour être finançable
pour pouvoir aussi par la suite, le cas échéant, faire rentrer des investisseurs pour permettre un envol encore plus fort de la structure. Donc, assez naturellement, la start-up nous paraît être la très bonne idée par rapport à cela. Très bien. Alors, merci infiniment pour ces témoignages très riches. On aura envie de continuer. Prenons quand même, on a 8 minutes pour des questions-réponses. Je pense que c'est intéressant. Il y en a certaines, je me suis permis de répondre dans le chat. Alors, il y a une question sur le fond du projet Instant Book. Cette solution, c'est comme un Kindle version papier, sauf que la valeur ajoutée n'est pas captée par Amazon. Alors, c'est plus que Kindle parce que la Kindle, c'est vraiment la solution numérique. Là, on est vraiment effectivement sur du papier. C'est quand même un peu différent parce que on va récupérer son livre en librairie, mais c'est sûr qu'il est jamais en rupture en librairie. Donc, vous voulez un livre, vous allez en librairie, et effectivement, ils peuvent vous l'imprimer en 5 minutes devant vos yeux. Et oui, c'est un enjeu fort parce qu'aujourd'hui, avec Kindle et Amazon, même le Amazon livre papier, aujourd'hui, vous allez très facilement commander votre livre et le jour d'après, vous l'avez dans votre boîte aux lettres. Et ça a vraiment vidé les librairies françaises de leurs lecteurs. L'idée, c'est de pouvoir être meilleur et d'imprimer en 5 minutes plutôt qu'en 24 heures et du coup de refaire venir le lecteur en librairie. Et puis c'est une nouvelle expérience parce qu'on voit ce livre se faire imprimer sous ses yeux. Ça augmente aussi le trafic de la librairie quand on a la machine devant la vitrine. On l'a observé, hein, ça fait rentrer du monde. Donc, ouais. Il y a un point Il y intéressant a aussi, une si vous pouvez me couverture, un permettre. paperback. Ah, j'ai pas entendu. Il y a une couverture, un peu un paperback comme un vrai livre ou C'est une couverture classique D'accord, en... Ah mince, j'enlève le... d'accord, C'est C'est le une même, hein. couverture classique souple ok, d'accord, de livre. Ouais. top. En fait, je voulais juste ajouter un point, c'est que en comparaison avec Kindle, enfin toutes les tablettes numériques, des études ont montré que il y a un plafond entre les tablettes numériques et puis le livre papier qui ne bouge pas. Il y a les inconditionnels de la tablette et il y a les inconditionnels du livre papier. Et les proportions ne bougent que très peu. C'est Et 14%. le papier est encore très largement plébiscité par rapport au numérique. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser à Jacques et Philippe et Stéphanie sur l'histoire? N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous en avez. Toujours. La première, c'est la plus dure. Il y en a une sur le. Moi, j'ai une question pour Jacques. Est-ce que Electric Oasis a donné envie à d'autres salariés de Haguer de te rejoindre? Parce qu'il y avait une question sur les RH. C'est délicat pour les RH. C'est de l'excubation. Et alors, oui, il y a d'autres salariés du groupe qui m'ont rejoint, mais qui avaient déjà quitté le groupe un peu avant. Est-ce que ça a donné des idées à d'autres personnes? Oui, mais pas forcément encore suffisamment matures pour passer le pas. Est-ce que ça fait peur au RH? Je confirme que ça fait peur au RH. C'est une réalité. Par contre, c'est plus, comment je vais dire, c'est assez, ça dépend de la pyramide d'âge de l'entreprise et de la taille. Euh, et aussi de la situation économique, bien entendu. Mais c'est sûr que sur une petite PME, faire sortir un ou deux éléments, on va dire prêts à porter un projet, ça peut faire un vide important. Dans un grand groupe, on cherche davantage à faire tourner les effectifs puisqu'il y a beaucoup plus de processus. L'individu en tant que tel est moins indispensable. Je caricature un peu, hein, mais quand il y en a un grand nombre d'employés, en perdre un ou deux, c'est pas ça qui va fragiliser l'entreprise. Donc voilà, il y a un peu plus d'envie, mais cela dit, c'est pas encore le vrai réflexe des RH.
Ça se prépare, ça fait partie également du travail que j'ai dû faire, éduquer les RH pour accepter de ne pas avoir peur de perdre un élément. C'est un chapitre important. Oui, clair. François, tu demandes est-ce qu'il y a d'autres structures dans d'autres régions qui accompagnent l'excubation? Peut-être Christophe, tu peux parler entre incubateurs, répondre à cette question. Il y a d'autres régions, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres structures dans d'autres régions qui accompagnent l'excubation? À ma connaissance, je sais pas. Là, je sais pas te répondre. J'ai l'impression qu'on est un peu nouveau, même si c'est quelque chose d'historique, le spinophage et autres. Encore une fois, ça existe depuis longtemps. Mais là, on est dans un momentum complètement différent pour l'excubation. On est un momentum où l'écosystème est prêt à accueillir des jeunes projets innovants. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, j'aime bien dire on a une bonne expérience et toutes les régions ont une très bonne expérience dans l'excubation de projets académiques, de la recherche académique issue des laboratoires. Ça fait une vingtaine d'années que les SAT existent et ça pour sortir des projets académiques. Aujourd'hui, là, on a trouvé qu'il y a un bon momentum pour aller chercher des projets et excuber des projets dans la R&D des industriels. Donc, j'ai le sentiment que ça se propage progressivement et des structures comme toi, Séverine, Viadeo, comme nous, tout doucement, ce message-là va glisser vers toutes les PME, les TPE. Les incubateurs d'ailleurs, puisque Laurent Masson, directeur de l'incubateur Provence-Côte d'Azur, pardon, est présent et témoigne que voilà, voilà, tu peux en parler. Non, mais parce que c'est très intéressant. Enfin, j'ai loupé une partie de la présentation de Christophe et je le regrette beaucoup parce que j'ai trouvé que c'était passionnant. Et je voulais remercier les deux témoins, enfin les deux exemples, avec les trois témoins. J'ai trouvé que c'était très intéressant également. Nous, on n'a pas de programme dédié, mais c'est une activité qu'on commence à réaliser et ça fait vraiment partie des vrais sujets de réflexion qu'on a. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Donc, nous, on est basé à Sophia Antipolis, donc on n'est pas tout à fait dans la même zone que Quest, mais on travaille quand même sur ces sujets-là aussi. Oui, c'est clair. Peut-être que le sujet était porté par des structures comme est porté par des startup studios, pardon, qui créent, mais pour des projets dédiés, en fait, moins. Enfin bon, c'est un peu pour moi, c'est un peu ce qui existe aussi dans le sujet. Il est 59. Ah, Philippe, tu veux intervenir? Ouais. Je te donne le mot de la fin. Je voulais juste dire 2 mots par rapport à RH. Ouais. Quelqu'un qui a l'esprit d'entrepreneur, il va de toute façon quitter la boîte pour créer sa structure. Donc, autant l'accompagner en excubant que de le laisser partir parce que là, on le perd doublement. Eh bien, écoute, ce mot de la fin est absolument parfait et génial. et si toutes les boîtes pouvaient l'entendre, on le garde, il est précieux. Merci infiniment vraiment pour ce moment très intéressant. Le replay va être disponible et donc je pense qu'il mérite d'être partagé et revu parce que voilà du bon grain à moudre pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas le choix et que l'innovation est une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci et à très bientôt.